monde et bienvenue à ce webinaire. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom c'est Huda et je suis la coordonnatrice de projet pour le réseau Franco-Santé Sud de l'Ontario. J'aimerais commencer la réunion d'aujourd'hui en reconnaissant qu'à travers l'Ontario-Canada, nous sommes situés sur les terres ancestrales et non cédées de divers peuples des Premières Nations inuits et métis. Alors que nous nous réunissons aujourd'hui sur une plateforme virtuelle et en tant que grand groupe dispersé, je tiens à souligner les contributions ancestrales et culturelles des premiers peuples et de toutes les communautés multiculturelles. Cette reconnaissance réaffirme notre engagement personnel partagé à respecter toutes les cultures et améliorer les relations grâce à l'enrichissement, du respect culturel, de la sensibilisation, de la compétence, de l'équité, de la diversité, de l'inclusion et de la collaboration. Donc, juste pour vous dire, ce webinaire est enregistré et il fait partie. Donc, la première partie du webinaire sera en français. J'ai déjà envoyé la présentation en version anglaise. La deuxième partie de ce webinaire sera en anglais, mais les diapos vont être bilingues. Donc, pour donner une idée plus approfondie sur le projet dont je travaille dessus, le projet SIF, Santé, Immigration francophone, donc, et que ce webinaire fait partie. Donc, on est en train vraiment de préparer. L'objectif initial du projet, c'est de renforcer la capacité pour un accueil en santé des personnes immigrantes francophones. Donc, on est en train de préparer, de planifier des guides, des outils en santé, à la fois à l'intention des professionnels de santé, mais aussi à l'attention des professionnels du secteur d'établissement. Quand je dis établissement, je veux dire aussi services pour aider les nouveaux arrivants, donc les services directs. Le but, c'est pour comprendre et appuyer efficacement les immigrants francophones. Donc, on a aussi adopté des modifications et améliorations et aussi des mises à jour. Je m'excuse, je parle trop là, mais j'essaie de vous donner le plus d'informations sur le projet dans le but de comprendre c'est quoi le but de ces webinaires ici. Donc, on a adopté des mises à jour, par exemple, comme celui qu'on a présenté la semaine passée sur l'offre active et le nouveau module sur la santé des immigrants francophones. On a fait la même chose avec l'outil que ma collègue Geneviève, la coordonnatrice de projet, va présenter bientôt. Donc, on a adopté des modifications sur la plateforme Accès Équité et qui parle de la stratégie pour la main-d'œuvre bilingue de la santé qui est disponible gratuitement, bien sûr, sur cette plateforme. Donc, sans plus tarder, je vais vous présenter ma collègue Geneviève qui va nous parler de ces modifications, de ces mises à jour qui ont été mises en place dans le but d'appuyer, de mettre en valeur plutôt l'inclusion et la diversité. Donc, je vous donne la parole, Geneviève. Merci beaucoup tout le monde. Merci, Huda, et merci à vous toutes et tous d'être ici aujourd'hui. Alors, je vais débuter par partager mon écran. Est-ce que tout le monde voit bien le partage d'écran? Excellent. Alors, super. Alors aujourd'hui, comme ma collègue Huda vous l'a mentionné, nous allons faire un survol de la stratégie pour la main-d'œuvre bilingue en santé 2.0, qui est disponible gratuitement en français et en anglais sur la plateforme Accès Équité. Alors, un peu de mise en contexte pour débuter. Alors, la problématique des ressources humaines bilingues en santé est une question d'intérêt depuis plusieurs années au niveau du réseau Franco-Santé du Sud de l'Ontario, de notre organisme national, la Société Santé en français et du mouvement Santé en français dans son ensemble. Puisque nous savons que la meilleure façon d'offrir des services de santé de qualité et sécuritaire est grâce à la disponibilité de professionnels et de main-d'œuvre formés qui sont capables d'offrir le service direct dans la langue de choix du patient. Alors, au fil des années, nous avons colligé de l'information et développé le cadre de référence pour le recrutement et la rétention des ressources humaines bilingues en santé. Alors, le modèle circulaire que vous voyez présentement à l'écran est
avec lequel certains d'entre vous êtes certainement familiers, puisque nous avons rendu ce cadre-là disponible en formation en ligne via la stratégie ressources humaines en santé ou la stratégie RHS depuis 2017. Depuis ce temps, nous avons fait le lancement d'une nouvelle plateforme, Accès Équité, qui vise à regrouper les outils nécessaires pour les gestionnaires de la santé, des services sociaux et communautaires pour développer et accroître leur offre de services de santé en français. Et nous avons eu justement l'opportunité via des projets, entre autres en combinaison avec la stratégie immigration francophone, le projet dont Huda nous a bel et bien mis la table, de faire une mise à jour de la stratégie ressources humaines en santé. Il était absolument nécessaire, alors après 5 ans suite à sa parution, que la stratégie soit modernisée pour mieux intégrer les réalités du marché du travail et aussi pour prendre en considération le nombre grandissant de professionnels issus de l'immigration sur le marché du travail. Alors, nous avons eu la chance de retenir des experts qui ont justement revu et apporté des suggestions afin de pouvoir outiller les organisations pour qu'ils puissent se démarquer dans le recrutement et la rétention de personnel qualifié bilingue, tout en tenant compte justement des particularités de l'immigration francophone. Alors, l'objectif de la formation demeure la même. Nous désirons nous assurer que les organismes comprennent les enjeux et les facteurs d'influence afin d'améliorer le recrutement des ressources humaines bilingues dans le domaine de la santé, qu'ils puissent appuyer la mise en œuvre des stratégies et bonnes pratiques adaptées aux réalités des organisations et du personnel bilingue, de renforcer les pratiques de gestion et de rétention du personnel bilingue et d'offrir des services de qualité et sécuritaires centrés sur les besoins des patients et de la clientèle. Tout ça en étant offert dans un modèle qui cible justement la clientèle francophone, mais qui peut s'adapter à d'autres clientèles sous-desservies. Alors, si nous tenons en considération le contexte d'aujourd'hui, les organismes et tout particulièrement le secteur de la santé voient plusieurs modifications et pressions qui sont mises au niveau de l'organisation. Alors, en tant que société, nous nous attendons que les organismes jouent un plus grand rôle social en termes d'équité et de justice, ainsi que de bien-être au travail. Il y a aussi une délinéation de plus en plus claire entre les habiletés et les postes à combler dans une optique d'optimisation des tâches disponibles ou des champs d'exercice, des différentes professions de la santé. Il y a aussi une compétition accrue au niveau des talents et pour les talents, ainsi que des pressions sociales, économiques et politiques dans le domaine de la santé. Alors, afin de pouvoir naviguer ce contexte-là, la planification est absolument primordiale. Alors, il est important justement de s'assurer qu'on tienne compte des objectifs organisationnels et de la planification stratégique des ressources humaines qui a évolué pour prendre en considération les éléments de contexte mentionnés et qui inclut une dimension justement de gestion des talents. Et le tout doit être aligné avec les objectifs organisationnels. Alors, la vision, la mission, les objectifs et les valeurs dictent la culture. Et il est important que cette culture-là favorise le bilinguisme ainsi que les principes d'IDEA, alors de l'inclusion, de la diversité, de l'équité et de l'accessibilité au niveau de l'ensemble de la philosophie, des politiques, des procédures et des pratiques organisationnelles. Alors, voici le nouveau modèle qui est proposé dans la stratégie de la main-d'œuvre bilingue en santé, qui justement est un processus qui est calqué sur le cycle de vie de la main-d'œuvre au sein d'une organisation.
Alors, le modèle de 6 étapes regroupe planifier, attirer et embaucher, intégrer, soutenir et développer, mobiliser et performer, ainsi que promouvoir et reconnaître. Et nous allons adresser chacune des étapes dans quelques instants. Alors, le but vraiment, ou en guise de comparaison avec l'ancien modèle, le volet connaître a été intégré au niveau des principes de base d'équité qui se retrouvent sur la plateforme, ce qui nous permettait d'aller au niveau de cette ressource-ci directement dans le contenu propre à la gestion des talents au niveau de la main-d'œuvre bilingue de la santé. Et les aspects d'évaluation ont été intégrés à chacune des étapes de ce modèle. Alors, si on touche chacune des étapes, l'étape planifiée est illustrée avec ce schéma qui peut sembler un peu imposant lorsqu'on le regarde la première fois, mais le but, c'est vraiment de donner un aperçu global. Et les étapes sont ensuite relativement simples et sont guidées à travers de la ressource en ligne. Alors, essentiellement, le but, c'est de déterminer les objectifs stratégiques et les résultats ciblés et ensuite de faire une analyse. Alors, par rapport aux besoins actuels et les ressources disponibles. Ensuite, avec les besoins futurs en termes et les ressources futures afin de pouvoir offrir les services et en tenant compte justement des données socio-démographiques. Ensuite, cette comparaison permet justement de pouvoir déterminer quels sont les écarts à combler et quelle est la planification stratégique de talent qui est nécessaire à mettre en place pour adresser ces lacunes-là par le biais du recrutement, de la formation et du développement, tout en intégrant encore les aspects d'IDEA, comme on l'a mentionné, dans un environnement de travail qui reflète une justice sociale et surtout, pour nous, une offre de services de santé bilingue de qualité. Ensuite, pour la prochaine étape, attirer et embaucher, on voit que le but, c'est de vraiment s'assurer qu'on va recruter les bonnes compétences et qu'il y ait justement un bon fit, si vous me permettez l'expression, entre la personne retenue et la culture organisationnelle. Alors, différentes façons qu'un organisme peut se démarquer dans cette chasse-là de talents, c'est entre autres avec leur marque employeur. Alors, au niveau de leur réputation, des conditions de travail, la qualité de vie au travail et le salaire qui est offert. Et les stratégies peuvent différer selon justement les rôles que l'on vise à combler au sein de l'organisation. Alors, le schéma qui est démontré au niveau de la segmentation des rôles montre que certains rôles, alors les rôles de soutien ont un impact plus faible, mais une disponibilité élevée sur le marché du travail, tandis que si on regarde dans le coin opposé au niveau des rôles experts, alors, si on regarde au niveau de certains spécialistes, lorsqu'il y a une absence ou des postes vacants, ça a un gros impact au niveau de l'organisation, mais la disponibilité de ces ressources-là sur le marché du travail est faible. Alors, la stratégie qui doit être entreprise, elle est très, très différente. L'autre chose, c'est que bien que c'est un groupe de professionnels qui est assez disponible sur le marché, mais qu'on recherche une compétence spécifique, alors le bilinguisme, par exemple, ceci peut avoir un impact sur la complexité ou la rareté des compétences à aller pour le recrutement et justement au niveau des stratégies qui devraient être employées. Et puis, les différentes stratégies d'attraction qui sont mises de l'avant. Alors, bien sûr, les partenariats sont très importants et que ce soit via des institutions de formation pour les stagiaires. Le secteur de l'immigration aussi offre des bons bassins de professionnels et puis, il y a des programmes passerelles justement qui permettent aussi de
assurer la réinsertion au niveau du marché du travail. Alors, les partenariats, justement, et la collaboration avec les réseaux de soutien à l'immigration francophone, ce sont des bonnes sources et quelques conseils qui sont offerts dans cette formation-là pour appuyer le recrutement. Et justement, au niveau de l'immigration francophone, le bénévolat s'avère aussi une excellente source de recrutement pour les organisations et permet aussi d'offrir un peu comme un processus d'entrevue échelonné pour voir justement l'arrimage entre la personne, la culture organisationnelle et les besoins à combler. Maintenant, au niveau de l'étape intégrée, c'est important de s'assurer que justement l'intégration elle est clé au niveau de la rétention. Alors, une intégration manquée risque d'augmenter le taux de roulement et de dupliquer les efforts qui sont nécessaires au niveau de l'organisme pour s'assurer de combler les postes vacants. C'est important que, cette intégration-là ne se limite pas juste aux aspects administratifs. Puis l'intégration culturelle, elle est très importante, tout en s'assurant de promouvoir les principes d'IDEA et que ça soit reflété au niveau de la culture organisationnelle et de l'orientation. Alors, c'est un processus qui doit s'adapter pour pouvoir bien répondre aux besoins et aussi de s'assurer que c'est échelonné dans le temps. Alors, qu'on regarde qu'est-ce qui peut être fait avant le premier jour au travail, de voir justement que le processus d'orientation intègre les valeurs de bilinguisme, les principes d'IDEA, et que justement, on donne assez de temps pour bâtir les fondements. Alors, une intégration au niveau d'un nouvel organisme peut prendre plusieurs mois. Et c'est aussi important de regarder au niveau des professionnels issus de l'immigration, comment que l'intégration, justement, va au-delà du contexte organisationnel. Alors, il faut vraiment regarder à la personne et sa famille pour assurer une intégration communautaire réussie. Sans cela, on risque de perdre les efforts qui sont consentis pour recruter cette personne-là. Alors, c'est important de pouvoir les diriger vers les services d'établissement, vers les services et les ressources disponibles en français ou d'avoir un partenariat avec un organisme qui peut le faire. Maintenant, au niveau de soutenir et développer, le but, c'est vraiment de s'assurer que toute personne soit bien outillée pour pouvoir jouer son rôle. Encore plus lorsqu'on s'attend que la personne offre des services dans 2 langues, alors en anglais et en français. Alors, de faciliter ce travail-là en assurant les formulaires et la documentation qui est déjà toute traduite, des outils pour le soutien linguistique, de la formation continue, autant linguistique clinique et dans les 2 langues au niveau pour s'assurer vraiment de ce développement-là équitable des compétences pour l'ensemble des employés. Et aussi s'assurer qu'on a des mesures de soutien, alors du mentorat, des services d'accompagnement. Et on voit quelques activités ici qui sont suggérées. Plus particulièrement, le service de jumelage est très prisé pour les professionnels issus de l'immigration. Ça leur permet de pouvoir saisir plus rapidement certaines nuances au niveau de la culture organisationnelle, des façons de faire, que ce soit de l'habillement où les gens vont dîner, pour vraiment assurer une intégration réussie et soutenable tout au long de leur cheminement au sein de l'organisation. Alors, maintenant, pour mobiliser et performer, alors nous avons parlé du recrutement, nous avons parlé de la mobilisation. C'est très important de créer justement ce sens-là d'appartenance et le désir de contribuer à la cause. Alors, peu importe la tâche,
lorsqu'une personne peut voir sa contribution au niveau de l'ensemble, elle est beaucoup plus motivée d'accomplir les tâches des fois quotidiennes ou routinières qui peuvent sembler plus insignifiantes. Alors, de vraiment s'assurer qu'on ait ce niveau-là d'engagement et de la connexion d'une personne auprès de son organisation. Alors, cette mobilisation-là peut être faite au niveau de la formation continue, alors tout en s'assurant qu'on intègre la sensibilité culturelle, l'équité, la diversité, des plans de développement professionnel, une rémunération stratégique et une gestion de la performance. Et puis, tout cela, ça permet aussi de pouvoir s'assurer qu'on fait une évaluation des conditions de travail des employés pour pouvoir identifier les éléments de performance qui, justement, sont à valoriser au niveau de la prochaine étape lorsqu'on regarde la promotion ou promouvoir et reconnaître. Alors, cette étape-ci vraiment permet de soutenir les efforts qui sont mis par les employés et de pouvoir les reconnaître globalement. Alors ici, nous offrons un modèle avec 4 différents volets de reconnaissance. Alors, reconnaître la personne comme individu, de reconnaître justement la pratique au niveau du travail, de reconnaître les résultats et les réalisations et aussi de l'investissement dans son travail. Alors, c'est vraiment important que cette reconnaissance-là soit faite de façon bien définie, précise, qu'elle soit faite à temps pour que l'employé puisse le relier, l'élément de reconnaissance avec l'action qui a été mise en place, qu'elle soit à la hauteur, qu'elle soit symbolique, sincère, personnalisée, mais surtout qu'elle soit officielle. Et puis, cette reconnaissance-là n'a pas toujours besoin d'être monétaire, elle peut être non monétaire aussi. Alors, lorsque on développe des plans de congé, par exemple, de la participation sur différents comités, et la conciliation vie, famille, travail, études peuvent tous être des exemples non monétaires de reconnaissance. Alors, en conclusion, nous avons justement 5 éléments clés du modèle. Alors, de créer un sens au travail, de s'assurer de la structuration des rôles et des responsabilités au niveau organisationnel avec une équité répartie, d'avoir justement au niveau de la main-d'œuvre des membres du personnel et de voir qu'ils puissent voir leur évolution professionnelle potentielle au sein de l'organisme, de la transformation, alors la vitesse à laquelle on introduit le changement et que c'est adopté, et de s'assurer que l'environnement de travail soit vraiment organisé pour maximiser le plein potentiel du personnel. Et maintenant, avant de céder la parole à ma collègue Huda, j'aimerais juste vous montrer un outil par rapport, alors dans l'aspect intégré, il y a un outil que nous avons développé qui est le rapport d'étonnement. Alors, c'est un outil disponible en version Word que vous pouvez télécharger et adapter à vos besoins. Alors, c'est un outil qui... pardon. Voilà, le rapport d'étonnement. C'est un outil qui permet de mesurer justement l'intégration de nouveaux membres du personnel, mais tout spécifiquement important au niveau de professionnels issus de l'immigration, afin de voir si, au niveau des attentes, au niveau de l'intégration, s'il y a eu des surprises ou des éléments à prendre en considération afin d'améliorer le processus. Alors, tant au niveau du recrutement, de l'arrivée, de l'intégration au niveau de l'équipe, des valeurs et de la culture de l'organisation, de la relation avec les supérieurs, de la communication et de l'adaptation aux nouveaux rôles. Alors, ce n'est que pour vous donner l'aperçu d'une ressource, mais nous vous remercions de l'attention portée et nous allons vous permettre de poser vos questions.
Merci beaucoup, Geneviève. Donc, j'espère que c'est bien clair. Donc, on attend vos questions. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez le poser dans le chat ou bien juste comme ouvrir votre micro et poser la question. OK, Sophie? Oui, bonjour. Merci beaucoup Geneviève pour cette présentation. Moi, j'avais une petite question. Je suis actuellement au territoire du Nord-Ouest pour le réseau francophone, le réseau santé francophone. Et on s'apprête à regarder la question justement du recrutement des professionnels de santé immigrants d'un peu plus près avec le gouvernement des TNO, parce que c'est une vraie urgence. Par contre, je sais que la première question qu'on va se poser avant même d'aller chercher les outils que vous venez de nous présenter, ça va être la difficulté que les professionnels de santé immigrants vont avoir pour pouvoir pratiquer dans une province ou un territoire. Et c'est vrai que je regrette un petit peu que on n'ait pas du tout abordé ce sujet-là, le problème de la reconnaissance des diplômes, parce que alors je sais que c'est spécifique à chaque province et à chaque territoire et que les conditions ne sont pas forcément les mêmes, mais je sais aussi que le Nouveau-Brunswick est en phase d'initiation d'une reconnaissance des diplômes. Ils sont un petit peu novateurs. Si on hors Québec, je veux dire, mais c'est une question qui est fondamentale parce que nous, par exemple, en termes d'immigration, on a sur le territoire du Nord-Ouest, enfin au territoire du Nord-Ouest, des professionnels de la santé immigrants qui ne sont absolument pas en mesure de pratiquer le métier pour lequel ils ont été formés en dehors du Canada. Et il y a pas d'exception, c'est tous les pays concernés. Donc ça n'enlève absolument rien aux super outils qui viennent de nous être présentés, parce que je pense, ce qui m'a particulièrement marqué, effectivement, c'est toute la partie intégrer, soutenir, développer, mobiliser et performer, parce que c'est bien beau de faire venir les gens, mais si on leur donne pas le goût de rester, ben il faut tout recommencer le processus à chaque fois, et c'est énormément de temps de perdu, c'est énormément de découragement, et pour le recruteur et pour les équipes en place qui perdent à chaque fois de nouveaux collègues. Donc, ce sont vraiment, j'insiste sur les outils extrêmement intéressants qui sont présentés à travers la plateforme Accès Équité. Mais voilà, j'avoue que il faut déjà avoir franchi le problème, entre guillemets, de l'équivalence des diplômes pour pouvoir utiliser ces outils, en fait. Absolument, merci pour la question et l'ajout d'informations, Sophie. Alors, c'est vrai que on a fait qu'un balayage très rapide de la ressource. Et puis, c'est sûr que nous n'avons pas nécessairement la solution miracle, comme tu l'as mentionné. C'est vraiment une stratégie qui doit être discutée province par province, territoire par territoire. Mais ce qu'on a fait plutôt, c'est alors dans les stratégies d'attraction, j'ai parlé de la partenariat, des stratégies au niveau de l'immigration. Il y a toute une section aussi où on parle de personnes sous-utilisées ayant fait des études en santé, alors comme tu as touché sur le point. Alors, tout de suite, ce qu'on tente de faire, c'est d'outiller les organismes pour qu'ils comprennent quels sont les enjeux, les discussions, les sources d'information. C'est comme par exemple le World Education Services qui a justement des études pour comment est-ce qu'on peut adresser la problématique des professionnels sous-utilisés qui sont formés à l'étranger. Alors, comme tu dis, il y a au moins de l'information, des ressources là, de la sensibilisation qui peut appuyer les discussions et souvent ça revient à des stratégies, comme tu l'as mentionné, provinciales du gouvernement. Alors, ça va faire un beau, une belle mise la table pour la prochaine présentation qui va justement se centrer sur Profession Santé Ontario. Exactement. Merci beaucoup, Geneviève, et merci, Sophie, pour le commentaire, parce que c'est une question, mais c'est aussi un commentaire soulevé. Il y a Jean-Claude qui demande, avez-vous développé des ententes avec les ordres du domaine et de la province de l'Ontario pour faciliter l'accès des professionnels immigrants à leur domaine dans cette stratégie d'attraction? Donc, je vous donne la parole, Geneviève. Alors, non, pas pour le but
nous n'avons pas développé d'entente. Il faut être important de reconnaître les champs de pratique et les champs de compétences des organismes. Alors, ça ne serait pas à nous comme réseau de signer ces ententes-là, mais de plutôt pouvoir informer le gouvernement, alors dans notre contexte de l'Ontario, sur les enjeux et les possibilités en cette matière. Parfait, merci beaucoup Geneviève. J'espère que ça l'a répondu à la question. Sinon, il y a Armel Aymar qui a une question à demander, mais vous devez ouvrir votre micro. Oui. Ouais. Bonjour. Oui, moi j'ai un souci depuis 2022. Disons, ça me fait presque 2 ans actuellement et je suis dans une procédure d'immigration pour le Canada. Et j'ai 2 diplômes d'infirmier, une formation d'infirmier breveté de base et une formation d'infirmier diplômé d'État à la suite d'un concours professionnel. J'ai eu à faire l'équivalence de tous ces diplômes, j'ai fait tous les tests. Mais à chaque fois quand je dépose mes demandes pour les candidatures dans les différents postes dans les établissements, et on m'exige à ce que je puisse avoir l'ordre des infirmiers. Bon, étant au Burkina, très loin, c'est souvent compliqué. On ne sait pas s'il y avait une possibilité avec tous les dossiers que nous avons, les papiers que nous avons déjà pu transformer avec l'équivalence, tout. Est-ce que cela pouvait nous permettre d'avoir l'ouverture, en tout cas, accès à un emploi étant là-bas pour qu'on puisse s'inscrire à l'ordre des infirmiers? Puisque, bon, apparemment, du côté Québec, on demande l'ordre des infirmiers et du côté du Nouveau-Brunswick, également, on demande l'ordre des infirmiers. On ne sait pas maintenant. Bon, moi, j'ai envie actuellement de faire encore une équivalence du côté Nouveau-Brunswick avec Ouest. Je ne sais pas, est-ce que mon ECQ pourra me permettre de faire cette équivalence? Merci bien. Merci beaucoup, Armel. En effet, on ne traite pas les dossiers d'immigration, donc ça, c'est un petit point juste pour vous répondre. C'est plus... peut-être c'est une question à demander dans la deuxième partie de ce webinaire parce que on va parler des services qui sont disponibles pour les professionnels de santé qui sont gradués à l'extérieur du Canada. Donc, peut-être ce sera une question à leur demander. Malheureusement, on n'a pas accès aux demandes on n'est pas dans le processus pour le recrutement ou bien pour l'immigration en général. On essaie d'outiller plutôt les professionnels de santé pour bien soutenir, intégrer, inclure aussi les professionnels de santé qui sont d'origine immigrante dans les services de santé en général. Donc, mais peut-être c'est une question à demander dans la deuxième partie. Donc, je vais demander, je m'excuse, j'ai peut-être... est-ce que Geneviève veut ajouter quelque chose à ce sujet? Non? OK, super. S'il n'y a pas d'autres questions, on peut passer à la deuxième partie. Merci beaucoup, Armel. Et peut-être c'est une question à demander dans la deuxième partie de ce webinaire, du webinaire d'aujourd'hui. Donc, dans cette deuxième partie, on va vraiment parler de tout ce qui est, donc c'est Irina qui va parler, Irina Idilova, qui va nous présenter le processus Profession Santé Ontario. C'est une ressource incontournable pour toute personne formée dans un secteur de la santé à l'étranger et qui souhaite œuvrer dans ce secteur en Ontario. Donc, la présentation, juste, je m'excuse, ça prend un peu plus de temps, mais la présentation va être en anglais. Les diapos sont en français et en anglais, donc ils sont bilingues. Mais vous pouvez poser vos questions à la fin en français, par exemple. Donc, sans plus tarder, je vous présente 2 advisors, Irina Idilova, j'espère que j'ai bien prononcé votre nom, et Shamem Mohamed, de Internationally Educated Health Professional. So, c'est à votre tour maintenant. It's yours, Irina. You can start now.
or Shamim Mohammed? Yes, my colleague Irina will be starting shortly. Thank you. Merci beaucoup. Thank you. You are still on mute. Unfortunately, we can't hear you. Yes, sorry about that. We are happy to be here today, and hello everyone. Nice to meet you all. And I've been personally very impressed with the presentation done by Genevieve, the visual, and although I didn't understand completely everything what you are saying, but the graphics amazing. So our presentation is a bit simpler, but I hope that the content will be kind of understandable. So Huda, should I just share the screen and put the presentation on, right? Yeah, you can do it now. Yeah. Like this? Yeah. Okay, great. So let me try to start the, there is the bar that, okay, that slideshow. Okay, so is that clear now? Yes, okay, great. So we are part of Ontario Health. Within Ontario Health, we are Health Force. And within the Health Force, we are the Access Center for the internationally educated health professionals. I'm not sure whether it's visible or not, but the title here is Access Center for IHPs. So Health Force at Ontario Health is a business unit that supports the planning, recruitment, retention, transition, and distribution of health practitioners in Ontario. Our Access Center, our unit within Health Force, the Access Center for IHPs provides information and resources for IHPs to help them integrate into the Ontario healthcare system with the primary goal of helping them become trained, licensed, and employed in their profession or an alternative career. We are funded by the Ministry of Health of Ontario, so all our services are free. The second slide is in French. Should I leave a little bit of time so that people can read? What would you recommend me? Yes? Okay. So when we talk about health professionals, we have in mind 26 regulated professions in Ontario. And in Ontario, they are audiologists, chiropodists, and these are all internationally educated health professionals that we assist. We have two advisors. I work with international education, international medical graduates, or another word is internationally trained physicians. And my colleague, Shamim, works with other 25 professions. So the professions are audiologists, chiropodists, chiropractors, dental hygienists, dental technologists, dentists, denturists, dietitians, homeopaths, kinesiologists, massage therapists, medical lab technologists, medical radiation technologists, sonographers, midwives, naturopaths, nurses, occupational therapists, opticians, optometrists, pharmacists, pharmacy technicians, physicians, physiotherapists, podiatrists, psychologists, psychotherapists, respiratory therapists, speech language pathologists, and traditional Chinese medicine practitioners and acupuncturists. So you can imagine that my colleague Shamim is a working encyclopedia, knowing and understanding the licensing pathways for 25 professions. And I'm a specialist with physicians, like expert. So these are the professions in French, but I guess it was absolutely fine just to skip it. So when we work and with IHPs, I did some statistics, what kind of the major professions that we have. And we see that 56% of them are physicians. So that's why two advisors, one work with physicians, one work with other professions. And when we talk about physicians, they are IMGs, international medical graduates, or immigrant doctors
but also CSAs. These are Canadians who went to study medicine abroad. We work with them as well, because when they enter the system, they are basically the same internationally trained doctors. So 26% of our clients are nurses, internationally educated nurses, 4% dentists, 4% pharmacists, 3% med lab technologists, 2% physiotherapists, and then the rest of them are 5%. So this is the composition of our IHP clientele, just for your information. This is in French. And when we work with when I work with the physicians, what kind of inquiries, what kind of questions, what kind of issues, what kind of concerns are we replying to? So first of all, general licensing, how to become a doctor in Canada. And I will try to translate it also for other professions as well, or maybe Shamin will tell more a little bit. How to become a doctor in Canada? This is the first question that all doctors ask when they come to Canada. And they all know that they need to do the licensing exam, but what if they get low exam scores? So the next question is, do I have any chance to practice medicine in Canada? And if yes, what should I do? And some of them as immigrants come to Canada and they spend time by adjusting, by taking exams, taking care of the families, establishing the self, and they are away from clinical practice and they have a gap in practice. And then the question comes, how many months or years in practice should I do so that I close this gap? Because as a physician with a gap in practice, these people, they are not seen as safe doctors anymore. And if I go back to my home country to close the gap in practice, what type of practice will be acceptable for the practice ready assessment programs? Okay, so what else? As foreign trade doctors, you have to meet the language proficiency test, and many of them are struggling with the English language test. I have the clients who failed IELTS 15 times. I failed language test 15 times. What should I do? Because I don't meet the requirements. That's another. As a newcomer, I need a job in Canada. What can I do in healthcare? I matched to the residency program in the US. How can I return to practice in Ontario? Is there any subspecialty training plans for me? But I am planning to apply to residency. How do I strengthen my CARS portfolio? I'm just giving you the samples of the types of inquiries that are working individually with people. Those who apply to residency position, we advise on letters of reference, on CVs, on personal letters, on dean's letters, what specialties to apply to, how to prepare for the interview, how to do the ranking, what is assessment verification period, what are the return of service obligation, what is better for me to train in the US or in Canada, etc. Our clients also are medical students, the so-called CSAs, and they are planning to apply to residency here, and they're asking, what kind of electives should I do? How do I prepare for the MCC exam? What is my timeline? And if I apply to residency and I don't get any interviews, what is missing in my application? How to approve? And if I tried several times to apply, what alternative careers in healthcare to pursue? So basically what we do, we advise them on alternative careers, we advise them on going various pathways, we advise them on what they can do in the interim while they're preparing for the exams. We are supplying with various resources, etc., etc. So, but these are the major inquiries they're coming from. And if any of these participants are there in foreign trained doctors, I'm pretty sure at least one concern you can relate to, because I just took the very common things that we are getting from our clients, and we answer and we support and we guide and we advise, etc. So
How do we work? We work in a continuum. It's not only those who already in Canada can access our services, but also those who are planning to come to Canada, who are still considering immigration, or who are in the immigration process. Or maybe they're thinking, my friends are going to Canada, my family, should I go or not? And they try to get as much information as possible. So therefore, we are giving also pre-arrival services to support success in navigating the licensing process. When they are here, we advise on licensing alternative careers. And even after they get into alternative careers or they get in residency, we still support them to integrate into the labor market, answering various questions and linking them to the employers, advising on various ways, programs, etc. So it is a continuum that we are providing our services. So if we try to categorize what we actually do, I would say like 4 major categories. We provide advisory services. We have sessions and workshops. We have the online resources, and we do some referrals. So let me decipher each of the plans. So for advisory services, yes, advise on licensing. We help to create action plan with you so that you know with a timeline what you need to do and in what, with what pace. Because if you say, oh, it takes so much time and effort, it will take me several years to get licensed in Canada, you're already mistaken, because you know that you have to do it as quickly as possible, but with the best results. So we help to create the action plan. We support the applicants for residency training, advising alternative careers. We also connect people with each other, the so-called peers-to-peers networking. For example, the inquiry I may get, Irina, I'm considering applying to the physician assistant program. Do you know anyone who completed this program and who advised? And yes, I do connect people. We do connect people. And we even have the special peers-to-peers program when we invite successful candidates to speak in front of their peers. As advisory services, we advise on further education and training or training. We give the resources on the examination on various test preparation, Medical Council of Canada exams, on the licensing exams of the other health professions, on the tests like BC CAP, clinical assistant programs in British Columbia, CASPER, language test, interview preparation, and portfolio development. So this is when all advisory services are provided through the emails. We do not offer one-to-one session. In the past, we had a team of advisors and we were able to work individually with each client. Right now, if you email us, we will always find a way to respond to you. Not any single email is left unresponded, but we cannot give you the full hour, even half hour, because there are only 2 of us. So these are advisory services. And this is in French. I don't know, for some reason, like there are so many bars that blocking some of the things. I don't know how you see that. Okay, so this is the advisory services. Sessions and workshops, what we have. We have profession-specific licensing information for IHPs. We have the session, orientation session for licensing to nurses, pathways to certification for IMGs, orientation to the IMCAP. It's a clinical assessment program for internationally educated nurses. The session finding opportunities in the Canadian healthcare system, where we talk about how to find opportunities with observerships, volunteering, educational programs, and some simple job search techniques. We have a session on alternative career options for IHPs in healthcare. We have a session competencies, culture and communication, integration in the Canadian healthcare system.
During the CARMS application season, application to residency, we have the sessions, CARMS application process and residency interview skills. We have peer-to-peer session with various topics on licensing and alternative careers. Weekly Q&A sessions. My sessions are on Mondays, Shamim's sessions are on Thursdays. We have group appointments for the specific reasons, and especially during the CARMS interview season. And also we invite various stakeholders to do info session on our platform for our clients. Let's say your organization wants to let more people know about the services that you provide. You can have the information session on our platform, and all our clients, let's say French speaking, will be invited to listen what you are providing, etc. So the same way we do for colleges, for Michener Institute, for other settlement agencies, etc. So this is in French. Sessions. Juste pour ajouter, on peut vous partager les diapos à la fin de la session pour avoir une idée en français de tout ce que Elena vient de dire. Donc, merci beaucoup. So we also have online resources on our website. We have pre-recorded webinars for physicians. It's called Physician Licensing Series. We also have pre-recorded webinars on orientation to licensing for dentists, pharmacists, MLTs, MRTs, OTs, physiotherapists, and INs. We have the pre-recorded webinars for the CARMS applicants on the interview skills, CARMS CV, and personal letter. We have CARMS application package, recorded peer-to-peer session, and excellent resource for those who consider alternative careers. This is the result of the project developed between Health Canada, University of Toronto, and Health Force several years ago. There are several, the website is free, absolutely accessible to anyone. You can register and use these resources. It's called Higher RHPs. We have 3 wonderful modules there. It's called PrEP, WIN, and ACP. PrEP is to familiarize yourself with the realities of the Canadian clinical setting on various topics like teamwork, communication with patients, or dealing with mistakes, adverse events, etc., etc. WIN module is for employers in healthcare, the employers that hire their IHPs, for them to understand what to expect, how to deal with them, etc. And ACP is particularly for alternative careers. And these are the several modules developed like stepwise for various professions. I would invite you to visit and familiarize yourself, etc. And we also have the employment resources starter kit. It's a very good document, again, stepwise PDF file. You can open it, download, it's available on our website, our online resources. So that's in French. And referrals, we basically refer, depending on the needs of our clients, we refer them to regulatory bodies, settlement services, educational programs, bridging programs, language skill development, employment services, newcomer services, we all community service, and we also connect to the employers. Quite often we receive their requests from employers who want to hire IMGs, and not only IMGs, IHPs, and we send job notification to our clients and basically facilitating the employment, connecting the IHPs with employees in healthcare. So, references, that's the slide that I just talked about. French. And that's it. That's my short presentation. And now I'm ready to get any question, or maybe Shamim wants to add anything.
Thank you, Irina. Good afternoon. My name is Shamim Mohammed. If you have any questions in terms of the regulated professions, I'll be happy to answer these questions. You have to keep in mind that there are 26 regulatory colleges that regulates the profession. There are 29 professions. Very simple things is that when it is regulated, you need to have the license in terms of working in the province of Ontario. And basic things is that you have to assess your education, then you have to write the board exam, then you have to have your license. These are the three important things for the allied health professionals when you would like to practice your work in the province of Ontario. Thank you. For doctors, it's different. Yes. Any questions about our services? Thank you. Then maybe if the questions are in French, maybe we'll translate for English for us. Okay, that's good. Thank you so much. I have a quick question. Do you have a Francophone professional to support Francophone clients and how they can contact you to support them? We do have Francophone clients, and our operations coordinator who did the translation usually deal with them. And the services are accessible. We have the webinars recorded in French as well, and material in French, like what our website is in French. But the advisory services at this time are not available in French. Okay, thank you. There is a question in the chat. Sorry. Do you also have information for employee looking for language skills assessment center? I'm not sure I understand the question. Joanne, can you assessment services? Oui, bonjour. Oh, hello. You want me to speak English? Hello. Okay, sorry. So I mean assessment services to assess candidates' language skills in French. We're not dealing with that. That's but not. Would you be able? I understand. Would you be able to give references to places that do? The places that assess language skills? Yes. Usually the regulatory bodies, they have specific requirements for language ability and the specific tests, and the specific like language centers, they are already identified, and it's like we usually refer to the websites, and the websites, they have the places. The employers, when, for example, if they want, like we were dealing with English, oftentimes they just asking the CLB assessment. And yes, the CLB assessment centers, I think we have the list and we can recommend. Shamim, can you add anything about that? Yes, thank you, Joanne. Yes, in terms of assessing the basic language, English or French, you can be in touch with Canadian Language Benchmark Assessment, CLBA. So they are giving normally that reading, writing, speaking, and listening skills, that at that point, what is my skills? And they will, because it is good to have to start anywhere. So this is mostly it is for the newcomers. When they come, they can assess. It is free of charges, and then from there they can start their language training journey. This is great. Thank you so much. Joanne, if you want, I can send you the link later on. Thank you. Should I put my email address in the chat? If you please, Thank you. Would be great. Thank you, Joanne. Yeah, go ahead. I'm a physiotherapist from background. I'm just learning French. I'm just wondering if there's any place like I can learn for professional French, which I can use for my work. So do you assist in those type of services? Shamim? Is it for us? The Yeah. Professional French language training you are looking for? Yes, please. Yeah. Okay. Do you want online or in person?
Online would be perfect to start off with. Okay, so there are two schools, but I will send you. There are two schools. They are providing language training, but there are some cost related with that. Do you mind to just put your email address, please? Yeah, sure, I will. Yeah, thank you so much. And I would like to add that those IHPs who want to access our services have to register with us. The registration is the online form. You just submit. The file is created in our database. The information is strictly confidential. We keep it for our own purposes, and all correspondence that's happening between Access Center and between you is usually attached to your file. So therefore, before, like when you write to Shamim, like, but the name looks familiar. You probably already. Yes, already. I have registered for another seminar, which is Canadian Healthcare. Yes, I recognize your name. Yes, you're already a client. Yes. Okay. Yeah, sure. Thank you. Thank you. There is another question from John Claude. Have you set up a strategy to collaborate with organizations that attract and integrate French-speaking immigrants in Ontario, or do you plan to? We do not specifically mandate to attract French-speaking candidates. So what I would say at this time, our work is more kind of responsive or reactive. When the clients need something, they come, we give to them. If there is a chance to collaborate with other organizations in healthcare, definitely. If this is for the betterment of the IHPs, we do that, but we don't have like official strategy for that at this time. Like specifically for the French-speaking IHPs. Perfect. Thank you, Irina. I think there is no more questions. So, thank you. Merci beaucoup tout le monde d'avoir participé à ce webinaire d'aujourd'hui. J'espère que c'était aussi intéressant que ça et que c'est ce que vous cherchez pour. Je vous encourage à participer à tous à regarder à toutes nos nouvelles et voir ce qu'on est en train de préparer. Merci beaucoup Irina, merci beaucoup Shamim Mohamed, merci Geneviève. Avant de finaliser aujourd'hui, il faut pas oublier que c'est grâce aux 3 réseaux. On travaille vraiment en collaboration avec le réseau de mieux-être du nord de l'Ontario, le réseau des services de santé en français de l'Est de l'Ontario et nous, le réseau Franco-Santé du Sud de l'Ontario. Seulement, c'est que mon projet est pour toute l'Ontario, c'est pas juste pour le Sud. On essaye de faire notre mieux pour mettre à la disposition soit des professionnels de santé, mais aussi des professionnels des services d'établissement, les outils nécessaires qui vont les outiller dans le futur. Thank you very much, everyone. Je vais vous partager la présentation que Elina vient de présenter par courriel, juste après mon courriel aussi. Et je vous envoyais un petit formulaire d'évaluation de webinaire d'aujourd'hui dans le but de s'améliorer dans le futur. Thank you, everyone. Merci beaucoup et bon après-midi.